L'aube grise s'étirait lentement sur les rues désertes de Lyon. Le givre formait une fine pellicule sur l'asphalte, et les rares passants, emmitouflés dans leurs écharpes épaisses et bonnets tirés jusqu'aux yeux, marchaient à pas pressés, laissant derrière eux de petits nuages de buée qui flottaient un instant dans l'air glacé avant de disparaître. Mathis Sorel, 13 ans, sac à dos trop lourd de manuel, courait sur les trottoirs enneigés, jetant des regards affolés à sa montre. Encore une fois, il allait être en retard à l'école. Mais cette fois-ci, sa professeure principale n'avait pas été tendre, elle lui avait promis qu'un simple avertissement ne suffirait plus. Ses bottes glissaient sur la neige tassée, mais il courait quand même, haletant, les joues rouges, le souffle court. Les ruelles étroites cédaient la place à de larges avenues silencieuses. Les devantures des magasins étaient encore closes, et tout le quartier semblait endormi, figé dans un matin d'hiver immobile. Pour gagner du temps, poussé par l'angoisse, Mathis coupa à travers un terrain vague. C'est alors que le silence fut brisé par un bruit étrange, un pleur, faible, étouffé, à peine perceptible. Mathis s'arrêta net, le cœur soudain lourd. Il tendit l'oreille, cherchant la provenance du son. Le gémissement venait du parking d'un vieux bâtiment abandonné. Seules quelques voitures, recouvertes d'une fine couche de neige fraîche, occupaient l'espace désert. Intrigué, il s'approcha à pas lents. Entre une Lada noire et une Ford argentée, il aperçut un vieux 4x4 sale, à la carrosserie craquelée. C'est de cette voiture que montaient les pleurs. Mathis colla ses paumes contre la vitre embuée. Il ne distinguait presque rien. Il frotta la buée avec fébrilité, et ce qu'il vit alors le pétrifia. Un minuscule bébé, emmailloté dans une couverture, était allongé sur la banquette arrière. Ses joues étaient rougies par le froid, ses petits poings tremblaient, crispés. Sa bouche entr'ouverte laissait échapper un cri si faible qu'on le devinait à peine. La panique saisit Mathis. Où étaient les adultes? Comment un nourrisson pouvait-il être seul dans une voiture glaciale à cette heure-ci? Il tira sur la poignée. Verrouillé. Il frappa contre la vitre, regarda autour de lui. Personne. Le parking était vide, figé comme hors du temps. Il se retourna, cherchant désespérément un passant, un agent, quelqu'un. Rien. Rien que le silence et le vent. L'urgence brûlait désormais dans sa poitrine. Attendre ou agir? Une lutte intérieure féroce. Il se rappela ces reportages où l'on montrait des enfants morts de froid, oubliés quelques minutes seulement. Non. Pas cette fois. Il avisa une brique et un morceau d'asphalte brisé traînant près du trottoir. Il en saisit un, jeta un regard aux alentours, puis, rassemblant tout son courage, frappa la vitre du conducteur de toutes ses forces. Le verre se fendilla mais ne céda pas. Il frappa encore, plus fort. Cette fois, la vitre éclata dans un craquement brutal, projetant des éclats brillants à l'intérieur. L'air glacial s'engouffra dans l'habitacle. Mathis, les mains tremblantes, se pencha, prit soin d'éviter les bris de verre, et atteignit la poignée. La portière s'ouvrit dans un grincement sinistre. Il grimpa à l'intérieur, s'agenouilla sans se soucier des débris sous ses genoux et saisit doucement le nourrisson. La couverture ne suffisait plus. Le corps du bébé était glacé. Il gémissait à peine, ses lèvres bleuies, ses tremblements faiblissants. Mathis n'avait jamais tenu de bébé. Mais son instinct le guida. Il le serra contre lui, le pressant contre sa poitrine pour partager sa chaleur. Il ouvrit sa veste, l'enveloppa du mieux qu'il put. Ses mains tremblaient, autant de peur que de froid. Et s'il était déjà trop tard? Il jeta un dernier regard autour. Aucune clé dans le contact. Personne à l'horizon. Il jeta son cartable dans la neige, sans hésiter. L'école n'avait plus aucune importance. Seule comptait la vie qu'il tenait entre ses bras. Il se mit à courir, droit vers la rue, là où, à quelques pâtés de maison, se trouvait une petite clinique. Sa mère l'Y avait emmené jadis pour ses vaccins. L'hôpital était trop loin. Il espérait qu'un médecin de garde y serait encore. Le sol craquait sous ses pas. Il haletait, trébuchait. Ses jambes étaient en feu, sa poitrine comprimée. Le bébé ne pleurait presque plus. Terrifié, Mathis sentait son petit corps se ramollir dans ses bras. « Tiens bon », pria Théil. « Tiens bon. Ne meurs pas. » Il déboucha sur l'avenue principale, zigzagant entre les voitures. Quelques passants se retournèrent, surpris de voir un enfant courir avec un nourrisson contre lui. Mais personne ne dit rien. Personne ne l'arrêta.
Chacun poursuivit sa route, le visage enfoui dans la laine. Quand il ne fut plus qu'à quelques mètres de la clinique, ses jambes flanchèrent presque. Mais il refusa de céder. Devant lui, une porte en métal bleu, cabossée, marquait l'entrée. Il la poussa de l'épaule et entra d'un bond. La chaleur l'enveloppa aussitôt. Les couloirs étaient presque vides, mais des bruits de plateau, de voix basses résonnaient. Une infirmière en blouse blanche accourut, alertée par le bruit de la porte. Une femme robuste, aux cheveux courts. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle vivement. Le bébé, il était dans une voiture, gelée. Balbutia Mathis, à bout de souffle. L'infirmière poussa un cri en voyant le nourrisson, puis le prit avec douceur des bras de Mathis. Une autre femme surgit d'un bureau. C'était le docteur Élise Simonet. Elle se figea un instant en voyant l'enfant, puis, très vite, reprit le contrôle. En salle de soins. Chauffage. Oxygène. Appelez le médecin de garde. Autour du bébé, l'équipe médicale s'affairait. Mathis, lui, restait debout au milieu du hall, incapable de bouger. Ses vêtements étaient trempés, ses bottes lui blessaient les pieds, ses doigts étaient rouges, brûlant de froid. Mais il ne sentait presque plus rien. Il avait tout donné. À présent, tout dépendait des adultes. Puis, derrière la porte fermée de la salle de soins, un cri éclata. Le cri du bébé. Fort. Vibrant. Vivant. Pour la première fois depuis ce matin glacé, Mathis sourit. Quelques minutes s'écoulèrent. Ses doigts se réchauffaient lentement, douloureusement. Il restait là, figé, regardant les va-et-vient derrière la vitre. Le docteur Simonet, concentré sur le nourrisson, ne remarqua pas tout de suite le garçon. Ce n'est que lorsque l'enfant se mit à crier comme un nouveau-né en pleine santé qu'elle leva les yeux. Elle vit Mathis. Dans son regard se mêlaient surprise, douleur, et une gratitude silencieuse. « C'est toi qui l'as trouvé » demanda-t-elle en s'approchant, la voix tremblante. Mathis hocha la tête, vidé, épuisé. Les questions qu'il avait repoussées jusque-là remontèrent, qui avait pu abandonner un bébé? Pourquoi? Et maintenant? Elle fit signe à une infirmière. Apportez-lui une couverture, et du thé chaud. Vite. On installa Mathis sur une chaise en plastique, près du mur. On l'enveloppa, on lui tendit une tasse brûlante et sucrée. La clinique s'animait. L'administrateur appelait la police. Le docteur Élise Simonet revint vers lui. Comment l'as-tu trouvé? Raconte-moi tout, s'il te plaît. Il raconta. D'une voix hachée, confuse. Comment il courait vers l'école, le pleur, la voiture, la vitre qu'il avait brisée pour le sauver. Élise écoutait, attentive. À l'évocation du bris de glace, ses sourcils se froncèrent. Mais aucun reproche. Seulement une inquiétude sincère. Tu as bien fait, dit-elle doucement. Tu lui as sauvé la vie. Ces mots furent un baume. Pour la première fois, Mathis sentit que ce qu'il avait fait avait compté. Quelques minutes plus tard, 2 policiers pénétrèrent dans la clinique, suivis d'une femme âgée avec une tablette. L'administratrice, sans doute. Et pendant qu'il prenait les premières dépositions, Mathis serrait sa tasse dans ses mains engourdies, le cœur encore battant, mais un peu plus léger. L'un des policiers, grand et au visage sévère, s'adressa immédiatement au docteur Simonet. Il avait vu quelqu'un après. Lorsque l'interrogatoire prit fin, l'un des agents sortit pour transmettre les informations, tandis que l'autre resta avec Mathis. Mais à ce moment-là, il ne parlait plus comme un officier. Sa voix était différente, presque paternelle. Tu as agi comme un véritable homme. Peu d'adultes auraient eu ce courage. Mais sache, Mathis, que ce genre d'acte peut être dangereux. On ne sait jamais qui a abandonné un enfant, ni pourquoi. Ces paroles alourdissaient de nouveau les épaules du garçon. Il avait seulement voulu aider, sans chercher à comprendre les conséquences. Mais à présent, la gravité de la situation commençait à lui apparaître clairement. C'est alors que la porte du bureau s'ouvrit légèrement, laissant apparaître la silhouette du docteur Simonet dans l'embrasure. « Excusez-moi, j'ai quelque chose à vous annoncer » dit-elle d'une voix étrangement agitée. Le policier se retourna vers elle. « Comment ça, docteur ?» Elle s'approcha, baissa la voix, et prononça des mots qui figèrent l'air autour d'eux. « Il y a 2 jours, un nouveau-né a été enlevé à la maternité d'un quartier voisin. La police le cherchait partout.
C'est mon neveu. Sa voix se brisa. Un silence pesant s'installa. Même l'horloge au mur semblait s'être arrêtée. Matty fixait la doctoresse, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Le policier se leva, sans dire un mot, et saisit sa radio. « Envoyez une équipe immédiatement à l'endroit où se trouve le véhicule », dit-il dans l'appareil. « Et transmettez une demande au service des enfants disparus. Nous avons retrouvé le petit. » Le docteur s'assit près de Matty. Ses mains tremblaient. « Tu n'as pas simplement sauvé un bébé, Matty, » dit-elle avec un sourire chargé d'émotion. « Tu l'as rendu à sa famille, à ma famille. » Le garçon sentit ses yeux se remplir de larmes. Larmes de fatigue, de peur, mais aussi d'un sentiment immense, profond, impossible à nommer. Le docteur lui prit doucement la main. « Merci. » Et dans ce simple mot résonnait plus que 1000 décorations. L'attente fut longue. Matty était assis dans le petit bureau de la clinique, les mains autour d'une tasse de thé tiède. Derrière le mur, on entendait des voix étouffées. Les policiers donnaient des ordres, les infirmières échangeaient des informations tout en déplaçant du matériel. Malgré la chaleur de la pièce, Matty frissonnait. Tout cela lui paraissait irréel, comme s'il vivait un cauchemar qui ne lui appartenait pas. Le docteur Simonet revint après quelques minutes. Son visage était grave, marqué par la fatigue. « Matty, les parents du bébé arrivent bientôt, » dit-elle en s'asseyant en face de lui. « Et des enquêteurs veulent te parler. Ils te poseront peut-être les mêmes questions, mais plus en détail. N'aie pas peur. Tout le monde comprend que tu as voulu bien faire. » Le garçon hocha la tête, bien que la peur grandissait en lui. Il ne comprenait pas encore toutes les conséquences de ses actes. À cet instant, il se sentait petit, impuissant face au monde des adultes, à leurs lois, à leurs règles. Le docteur se pencha légèrement. « Nous avons déjà prévenu ta maman. Elle est en route. » Ces mots l'apaisèrent un peu. Sa mère savait. Elle allait venir. La porte s'ouvrit de nouveau. Un homme en civil entra dans le bureau. Il se présenta comme l'enquêteur Léo Chevalier. De taille modeste, il avait un regard perçant mais doux, qui mit Matty à l'aise. « Bonjour, Matty, » dit-il calmement. « J'aimerais que tu me racontes à nouveau ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est très important. Essaie de te souvenir de chaque détail, même les plus petits. » Matty acquiesça. Il recommença à raconter, les pleurs qu'il avait entendus, son approche de la voiture, sa tentative d'ouvrir la porte, puis son geste désespéré de briser la vitre. L'enquêteur ne l'interrompit pas. Il posait parfois une question précise. « As-tu remarqué quelque chose d'étrange dans la voiture ? Un objet, une odeur, un détail inhabituel ?» Matty réfléchit. Il y avait une forte odeur de cigarette, peut-être aussi d'alcool. Chevalier nota. Et la couverture dans laquelle était enveloppé le bébé, elle avait l'air neuve ou usée. Usée, avec des taches. L'enquêteur hocha la tête et écrivit encore. « Tu n'as pas vu d'autres voitures ? Quelqu'un qui t'observait ? » « Non, » répondit Matty. Tout était vide. Juste la neige, et quelques vieilles voitures. Chevalier ferma son carnet. « Tu as beaucoup aidé, Matty, » dit-il en se levant. « Mais il reste encore du travail. La voiture est en cours d'analyse. On cherche des empreintes, des indices. Il faut qu'on retrouve les responsables. » Une fois l'enquêteur parti, le docteur Simonet reprit sa place à côté du garçon. « Tu es très courageux, » dit-elle doucement. « Mais je comprends que tu aies peur. » Matty ne répondit pas. Cette peur était bien réelle, ancrée profondément en lui. Ce qu'il pensait être une simple découverte prenait désormais des proportions immenses et angoissantes. Quelques minutes plus tard, des pas précipités résonnèrent dans le couloir. La porte s'ouvrit brusquement. Une femme en manteau d'hiver, couverte de neige, apparut sur le seuil. Son visage exprimait à la fois la panique et le soulagement. « Matty. Maman. » Il se leva d'un bond et se jeta dans ses bras. Ses mains tremblaient. Il sentit son cœur battre aussi fort que lorsqu'il avait couru avec le bébé dans les bras. « Dieu merci, tu vas bien, » murmura-t-elle. Le docteur leur laissa quelques instants. Toujours contre lui, sa mère demanda. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi as-tu fait ça ?» Matty commença à expliquer. Il hésitait, ses mots s'en mêlaient. Il sentait que sa mère le comprendrait, mais il craignait malgré tout d'être jugé.
Elle l'écouta en silence, sans jamais l'interrompre. Lorsqu'il eut terminé, elle poussa un long soupir et lui caressa tendrement la tête. « Tu as bien agi, Matty, dit-elle. N'aie jamais peur d'aider ceux qui sont en détresse. » Ces mots restèrent gravés en lui plus que tout le reste. Peu après, les parents du bébé arrivèrent à la clinique. À travers la porte vitrée, Matty les aperçut. Un homme aux cheveux en bataille, une femme aux yeux gonflés de larmes. Ils se tenaient par la main, tremblant d'émotion. Lorsque le docteur Simonet les conduisit jusqu'à leur enfant, leurs cris de joie et de soulagement résonnèrent jusque dans le bureau où attendaient Matty et sa mère. C'était un véritable miracle. Voir des gens qui avaient perdu tout espoir retrouver ce qu'ils avaient de plus précieux. L'enquêteur Chevalier revint avec une nouvelle. La voiture dans laquelle tu as trouvé le bébé a été signalée volée. La déclaration a été faite il y a 3 jours. Le propriétaire affirme qu'on la lui a prise durant la nuit, alors qu'elle était garée devant chez lui à Coupéquino. Et les coupables? Vous les avez retrouvés, demanda la mère de Matty. Chevalier secoua la tête. Pas encore. Mais nous avons trouvé quelque chose sous le siège. Cela pourrait nous aider à remonter leur piste. Il ne précisa pas de quoi il s'agissait, mais son regard trahissait l'importance de cette découverte. Le docteur Simonet invita Matty et sa mère à entrer dans la chambre pour voir le bébé. Pour la première fois, Matty le vit de près, dans un environnement calme, presque normal. Le nourrisson reposait dans un berceau transparent, sous une lampe chauffante. Un petit tube d'oxygène était posé à ses narines. Il semblait bien mieux que dans cette voiture glacée. Ses parents étaient à ses côtés, les yeux rivés sur lui, comme s'ils ne voulaient plus jamais le quitter. Lorsque Matty entra, la mère du bébé se tourna vers lui. Ses yeux pleins de larmes brillaient. « C'est toi qui l'as sauvé ?» demanda-t-elle dans un souffle. Le garçon acquiesça timidement. La femme s'approcha et l'enlaça si fort qu'il en perdit le souffle. « Merci. Merci pour notre fils, dit-elle à travers ses sanglots. Le père s'avança à son tour. Il posa une main ferme sur l'épaule du garçon. « Tu es notre héros. » Un nœud se forma dans la gorge de Matty. Il ne savait que répondre. Il resta là, figé, entouré de chaleur, d'amour, de gratitude. Une vague immense et silencieuse. À cet instant, il comprit que sa décision de briser la vitre, prendre des risques, agir avait été juste. Pas parfaite, pas irréprochable légalement, mais profondément juste aux yeux du cœur. Il avait sauvé une vie. Et c'était cela, l'essentiel. Dehors, la nuit était tombée. D'autres patrouilles arrivaient. Les journalistes affluaient, même si l'entrée leur était encore interdite. L'affaire faisait grand bruit. Un nourrisson disparu, retrouvé vivant, sauvé par un enfant. De quoi faire trembler les cœurs. Matty avait l'impression que tout s'enchaînait trop vite. L'enquêteur Chevalier, à peine lui avait-il adressé quelques mots qu'il s'était déjà replongé dans ses dossiers, concentré, imperturbable. Sa radio grésillait par intermittence, émettant de courtes instructions. Près de l'entrée, plusieurs hommes en civil patientaient, probablement des agents de la criminelle. À l'intérieur, la docteure Simonet, épaulée par les infirmières, continuait de veiller sur le nourrisson. Les parents, bouleversés, ne quittaient pas leur bébé des yeux, comme s'ils redoutaient de le perdre une seconde fois. Matty, blotti sous l'aile protectrice de sa mère, peinait à comprendre ce qui allait suivre. C'est alors qu'un jeune policier au visage doux s'approcha de lui. « Bonjour à nouveau, Matty, » dit-il avec une voix posée. « Je m'appelle André. Nous devons t'emmener au commissariat pour remplir quelques documents, c'est la procédure. N'aie pas peur, ta maman pourra t'accompagner. » Elle hocha la tête et lui serra la main. « Tout ira bien, » murmura-t-elle tendrement. Le trajet ne dura pas plus de 15 minutes, mais pour Matty, il sembla une éternité. À travers la vitre, il apercevait les rues enneigées, quelques passants pressés, des vitrines encore allumées, des clients quittant les magasins. Il regardait tout cela comme on observe les fragments d'un rêve lointain. Au commissariat, un agent de service contrôla leurs papiers, puis guida Matty vers un petit bureau pour recueillir sa déposition. Il fallut tout raconter, encore une fois. En détail. Chaque geste. Chaque minute. Tandis qu'il parlait, le policier prenait note, concentré. Dans le couloir, on entendait des bribes de conversation, des sonneries de téléphone, le cliquetis régulier des claviers. Une voix exigeait des mesures urgentes.
Lorsque la déposition fut signée, sa mère le mena dans une salle d'attente au fauteuil fatigué. Un distributeur de thé trônait dans un coin. « Tiens, bois encore un peu, » lui dit-elle. « Ce sera bientôt fini. » Mais rien ne semblait se terminer. 2 longues heures passèrent avant que l'enquêteur Chevalier ne réapparaisse. « Matty, nous avons encore besoin de toi, » annonça-t-il calmement. « Tu dis avoir trouvé la voiture dans la cour d'un vieux bâtiment ? Nous voulons y retourner avec toi. Peut-être remarqueras-tu quelque chose que nous avons manqué. » Matty regarda sa mère. Elle lui pressa doucement l'épaule, en signe d'accord. Ils revinrent sur les lieux. Cette fois, la zone grouillait de monde. Plusieurs voitures de police, des rubans de sécurité, des photographes en gilet. Les enquêteurs passaient la cour au peigne fin. Matty retrouva la voiture où il avait découvert le bébé. La vitre côté conducteur était brisée, l'intérieur fouillé de fond en comble. Des éclats de verre parsemaient les sièges. Les experts avaient déjà tout inspecté, mais Chevalier voulait que Matty se concentre à nouveau. « Tu étais ici ?» lui dit-il. « Regarde bien. Rien d'étrange. » Matty s'approcha. Il se souvenait avoir plaqué ses mains contre la vitre, frappé à la porte. Aujourd'hui, la neige portait les empreintes des policiers, mais ce matin-là, elle était immaculée. Il s'accroupit, observant autour de la roue arrière, et remarqua soudain une trace inhabituelle, comme si on avait traîné quelque chose de lourd. Une marque, à peine visible, qui menait vers un vieux bâtiment. « Regardez » dit-il en la montrant du doigt. Chevalier alerta aussitôt les experts. Ils suivirent la trace, qui conduisait à une entrée délabrée. L'odeur d'humidité et de peinture écaillée flottait dans l'air. Les escaliers, en partie effondrés, les vitres brisées, les sols jonchés de débris et de meubles éventrés racontaient l'abandon. La marque montait jusqu'au 2e étage. Là, dans un appartement vide, sur le sol sale, se trouvaient des restes de couverture sombre et une bouteille vide d'alcool bon marché. Chevalier fronça les sourcils. « On dirait leur planque » murmura-t-il. Près de la fenêtre, un dessin maladroit tracé à la craie, un soleil, une silhouette humaine. Peut-être une tentative d'apaiser le bébé. Les experts commencèrent à photographier la scène. Une autre équipe fut appelée pour l'analyse. Matty fut ramené dehors. Il tremblait. Pas seulement à cause du froid. Il pensait à ce que ce nourrisson avait dû endurer. Chevalier s'approcha doucement. « Tu nous as beaucoup aidés, Matty. Sans ton regard, nous n'aurions jamais trouvé cet endroit. » La mère de Matty le serra contre elle. « Tu mérites de rentrer. Tu as bien mérité du repos. » Mais avant qu'il ne parte, un homme en uniforme sombre les arrêta, tenant une chemise à la main. Il se présenta comme le chef du commissariat local. « Je veux te remercier personnellement, Matty. Tu as fait preuve d'un courage et d'un sang-froid remarquables. Bien des adultes n'en auraient pas eu autant. Des gestes comme les tiens sont inspirants. » Il sortit un diplôme et le tendit au garçon. Matty le prit timidement, ne sachant quoi dire. « Merci » murmura-t-il. Lorsqu'ils rentrèrent enfin chez eux, la nuit tombait doucement. Les lumières de la ville scintillaient, et des flocons fins recommençaient à tomber d'un ciel couleur cendre. De nouveaux défis l'attendaient, même s'il n'en avait pas encore conscience. Mais ce soir-là, pour la première fois de sa vie, il sentit que le monde était devenu un peu plus lumineux grâce à lui. De retour chez lui, sa journée n'était pas terminée. Sa mère l'encouragea à se reposer, mais l'agitation et les émotions l'empêchèrent de trouver le sommeil. La lumière des lampadaires filtrait à travers les rideaux épais, tandis que les événements de la journée défilaient dans sa tête, encore et encore. L'image du bébé qu'il avait sauvé restait gravée dans son esprit. Le lendemain matin, on les rappela à la clinique. La docteure Simonet, au téléphone, leur demanda de venir au plus vite. Matty et sa mère n'hésitèrent pas une seconde. Mais en franchissant les portes de l'établissement, ils comprirent que l'atmosphère avait changé. Des agents en uniforme circulaient dans les couloirs. Le personnel semblait débordé. Quelques journalistes tentaient d'entrer, repoussés poliment par les agents de sécurité. Le cœur de Matty s'emballa. C'est la même infirmière que la veille, une femme aux cheveux courts et au regard perçant, qui les accueillit. Son visage, cette fois, trahissait une tension inhabituelle. « La docteure Simonet vous attend », dit-elle brièvement, en les guidant dans un long couloir. En chemin, Matty sentit les regards mêlés de curiosité, de respect et de compassion. Cela le mettait mal à l'aise.
La docteure les attendait dans un petit bureau derrière le bloc de soins. Elle se leva, les salua, puis alla droit au but. Matty, madame, de nouveaux éléments sont apparus, très importants. Elle leur fit signe de s'asseoir. Matty se raidit, redoutant une mauvaise nouvelle. Le bébé que tu as sauvé va beaucoup mieux. Sa vie n'est plus en danger. Un léger sourire éclaira son regard. Mais la docteure marqua une pause, puis reprit, plus grave. Nous avons reçu les premiers résultats d'analyse. Malheureusement, ils indiquent que l'enfant pourrait avoir été victime de mauvais traitements avant d'être trouvé. Matty serra les poings. Que voulez-vous dire? Demanda sa mère, alarmée. Sur son corps, nous avons relevé d'anciennes ecchymoses et égratignures, non liées à l'hypothermie. La nature de ces blessures laisse penser à des actes de maltraitance ou de négligence. Nous ignorons encore quand cela s'est produit, mais cela relève désormais d'une enquête distincte. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Les parents de l'enfant étaient fous de joie hier, mais nous avons l'obligation de consigner toutes les blessures et de transmettre les données au service de protection de l'enfance. C'est la procédure. Matty écoutait sans dire un mot, une colère sourde grondant en lui. Comment quelqu'un avait-il pu faire du mal à un être aussi fragile? L'infirmière, silencieuse jusqu'alors, intervint. Excusez-moi, mais dès qu'on a amené le petit garçon, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Pas seulement sur le plan physique. Il était trop silencieux, comme s'il ne faisait pas confiance aux adultes. La docteure acquiesça. Nous serons extrêmement prudents, assura-t-elle. Notre devoir est de protéger cet enfant, même si cela dérange certains adultes. Après cet échange, on proposa à Matty d'aller voir le bébé. Sa mère, elle, resta discuter avec la docteure. Lorsqu'il entra dans la chambre, un calme profond y régnait. L'enfant dormait paisiblement dans son petit lit, sous la surveillance bienveillante d'une infirmière. Ce minuscule corps semblait parfois frémir dans son sommeil, comme si des rêves le traversaient doucement. Sur son visage se lisait une étrange sérénité mêlée à une fatigue invisible, celle des êtres qui ont déjà traversé trop de silence. Matty s'approcha lentement, les yeux fixés sur le bébé. Une chaleur soudaine l'envahit, comme un lien puissant et indéfinissable. Il sentit, sans pouvoir l'expliquer, que leur vie venait de se croiser pour une raison qui dépassait les mots. L'infirmière, captant l'intensité de son regard, murmura doucement. Tu l'as trouvé juste à temps. Quelques heures de plus dans ce froid, et tout aurait pu basculer. Matty acquiesça sans un mot. À cet instant, la porte s'ouvrit. L'enquêteur chevalier entra dans la chambre, accompagné de 2 hommes en civil. Matty se redressa et s'adressa à lui avec calme. Chevalier, nous avons une demande. Nous aimerions que tu nous aides à décrire précisément où se trouvait la voiture sur le parking, sa position exacte, ce qu'il y avait autour. Chaque détail compte, cela nous aidera à reconstituer les événements. Le garçon n'opposa aucune objection. Ils repartirent tous ensemble sur les lieux de l'incident. Mais cette fois, tout avait changé. La neige avait fondu presque entièrement, effacée par les pas de ceux qui étaient passés depuis. Le périmètre était délimité par des rubans colorés. Des enquêteurs y travaillaient avec concentration. Matty montra avec soin d'où il avait entendu les pleurs, comment il s'était approché du véhicule, de quel côté il avait tenté d'ouvrir la portière. Il indiqua aussi la direction d'où il avait couru et l'endroit exact où il se trouvait lorsque le bruit du coup contre la vitre avait retenti. Chevalier prenait note de chaque information avec une précision méticuleuse. Très bien, approuva-t-il. Cela nous permettra d'établir un plan détaillé. Une fois l'inspection achevée, ils retournèrent à la clinique. La mère de Matty s'y trouvait encore, discutant avec le médecin. À la sortie, un homme grand, vêtu d'un uniforme et arborant les insignes des services de protection de l'enfance, les intercepta. « Je voudrais vous parler, dit-il poliment. Étant donné les signes potentiels de maltraitance relevés dans cette affaire, nous devons vérifier les conditions dans lesquelles l'enfant va vivre désormais. » La mère de Matty jeta un regard inquiet à son fils. « C'est une procédure standard, les rassura aussitôt l'homme. Aucune accusation n'est portée. Nous devons simplement agir dans l'intérêt de l'enfant. » Matty sentit la tension monter. Il ne comprenait pas tout, mais il percevait que la lutte pour protéger le bébé ne faisait que commencer. Les heures qui suivirent furent pour lui comme un long brouillard. Chaque échange semblait poser un poids nouveau sur ses épaules. Même si les adultes tentaient de le préserver des détails les plus durs, le garçon comprenait de plus en plus combien cette situation était grave.
Après l'entretien avec le représentant des services sociaux, la docteure Simonet fit venir Matty et sa mère à l'écart pour leur parler en privé. Elle referma la porte d'un petit bureau, isolant les bruits du couloir. « Matty, dit-elle gravement, il y a quelque chose d'important. » Le garçon se tendit, sa mère aussi, redoutant une nouvelle douloureuse. « Nous avons effectué des analyses supplémentaires, » reprit la médecin, cherchant ses mots avec soin. « Nous avons trouvé des traces de somnifères dans le sang du bébé. » Matty cligna des yeux, stupéfait. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda sa mère, les mains tremblantes. « Cela signifie, » expliqua la docteure, que quelqu'un lui administrait délibérément des substances pour l'endormir, pour qu'il ne pleure pas, qu'il n'attire pas l'attention. C'est un acte grave. Et cela renforce la thèse d'un enlèvement planifié. Elle marqua une pause, puis poursuivit. La voiture a été volée à l'avance. Le lieu a été choisi pour ralentir les recherches. Il est possible que quelqu'un ait voulu s'en débarrasser sans éveiller les soupçons. Ces mots, aussi terribles soient-ils, plongèrent la pièce dans un silence pesant. Matty sentit un frisson glacial le parcourir. Et si, ce matin-là, il avait continué son chemin sans s'arrêter? Si ses oreilles n'avaient pas perçu les pleurs? L'enfant aurait pu mourir, seul, sans secours. Voyant la détresse sur son visage, la docteure ajouta avec douceur. « Mais tu as changé le cours des choses. Grâce à toi, il est en vie. » Matty baissa la tête, touché, mais le sentiment de ne pas en avoir fait assez ne le quittait pas. C'est alors que de nouveaux enquêteurs arrivèrent à la clinique avec des informations fraîches. Chevalier demanda à parler à Matty. Ils se retrouvèrent dans la même pièce que lors du premier interrogatoire. L'enquêteur posa un dossier de photos sur la table. « Nous avons trouvé quelque chose d'intéressant à l'endroit où la voiture était garée, » dit-il. Sous le tapis de la banquette arrière, nous avons découvert des papiers au nom d'une autre personne et quelques effets personnels. Il ouvrit le dossier et montra les photos, des morceaux de passeport, un jouet d'enfant, une veste froissée d'adulte. « Nous sommes en train de relever les empreintes, » ajouta-t-il. Mais il est déjà évident que c'était une opération bien préparée. Et ce n'est peut-être pas un cas isolé. Matty observait les images en silence, abasourdi par l'ampleur de ce qui se dévoilait. « Il y a autre chose, » ajouta Chevalier. Une femme a fait une déclaration. Quelques jours avant l'enlèvement, elle a vu des individus suspects près de la maternité. Il semble que quelqu'un surveillait spécifiquement les parents du bébé. Cette révélation ajouta encore à l'inquiétude. Tout indiquait qu'il ne s'agissait pas simplement d'un abandon, mais d'un acte beaucoup plus sinistre. C'est alors que la docteure Simonet entra dans la pièce, portant le bébé dans ses bras. Le petit garçon semblait aller mieux. Sa peau avait repris des couleurs, ses yeux étaient entr'ouverts, et il cherchait à fixer un visage. « Il veut voir son sauveur », dit-elle avec un sourire tendre. Matty se leva timidement. Dès que le bébé le vit, il tendit vers lui sa minuscule main. Ce geste, si pur, si simple, émut Matty jusqu'aux larmes. Il toucha délicatement cette petite main et le bébé serra son doigt. Dans ce minuscule mouvement, toute la gratitude du monde semblait contenue. La docteure remit ensuite le bébé dans les bras de sa mère, qui peinait à retenir ses larmes. « Je ne sais pas comment vous remercier, » murmura-t-elle. « Mais sachez que pour nous, vous êtes devenu un ange gardien. » La mère de Matty, debout à ses côtés, observait la scène en silence. Elle aussi avait les yeux brillants. Quelques minutes plus tard, le bébé fut emmené en observation et Matty put enfin se reposer un peu. Alors qu'il était assis sur un banc dans le couloir, l'infirmière aux cheveux courts vint s'asseoir près de lui. « Tu sais, » dit-elle doucement, « je travaille ici depuis plus de 20 ans. J'en ai vu des choses. Mais des histoires comme la tienne, c'est rare. Tu as fait plus que ce que certains adultes accomplissent en toute une vie. » Matty ne trouva rien à dire. Il se contenta de hocher la tête, sentant en lui, malgré la fatigue et la peur, une douce chaleur naître. Une fierté discrète, mais profonde. Autour de lui, le personnel allait et venait, transportant des dossiers, parlant au téléphone. Et lui restait là, songeant que ce matin n'avait pas seulement changé la vie de ce bébé sauvé, mais peut-être aussi la sienne. C'est à ce moment-là qu'il se demanda pour la première fois s'il ne deviendrait pas un jour médecin, ou sauveteur. Quelqu'un qui aide les autres quand tout semble perdu. Cette pensée le réchauffa plus que n'importe quelle couverture. Quand midi sonna, une agitation inhabituelle s'empara des couloirs de la clinique. Le médecin de garde se leva. Les infirmières accoururent vers l'accueil.
Même le vigile, assis à l'entrée, se redressa. Matty perçut une tension étrange, sans encore en comprendre la cause. À travers les portes vitrées apparut un couple. L'homme et la femme étaient bouleversés, mêlant dans leurs regards l'angoisse, la peur et un espoir presque douloureux. La femme, les traits tirés par des nuits blanches, serrait contre elle un petit ours en peluche. L'homme, le visage tendu, la soutenait doucement par les épaules. Matty comprit aussitôt. C'étaient les parents du bébé. Ceux pour qui toute la ville s'était mobilisée durant les 2 derniers jours. La docteure Simonet s'approcha rapidement d'eux. Elle se présenta brièvement, puis les conduisit vers le service où reposait leur enfant. Matty, debout à l'écart, observait la scène, le cœur serré, comme pris dans un étau invisible. Le couloir se figea dans un silence solennel lorsque les portes se refermèrent derrière les parents. Même le personnel hospitalier semblait suspendre son souffle. Chacun savait, au fond de lui, que ce qui allait se produire serait gravé dans la mémoire. Les minutes s'étirèrent, chargées d'une attente fébrile. Puis, enfin, Matty perçut des sanglots étouffés et des paroles indistinctes, mais si pleines d'émotion qu'elles firent monter des larmes à ses yeux. La docteure Simonet revint à l'accueil et fit signe à Matty et à sa mère d'avancer. « Ils veulent te remercier en personne, dit-elle, un sourire doux aux lèvres. » Matty se figea. Il ne s'attendait pas à être appelé. Un nœud se forma dans son ventre. Il se sentait exposé, projeté au centre de l'attention sans l'avoir voulu. Sa mère posa une main sur son épaule, le poussa doucement. Lorsqu'il entra dans la chambre, le regard de la femme se posa aussitôt sur lui. Ses yeux, rougis par les pleurs, brillaient d'une tendresse bouleversante. L'homme, debout à ses côtés, avait une main posée sur son dos. La femme fit un pas vers lui. « Tu es Matty ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Le garçon hocha timidement la tête. Soudain, elle se jeta sur lui et l'enlaça avec une telle force qu'il en eut le souffle coupé. « Merci » murmura-t-elle entre 2 sanglots, « merci pour mon fils. » L'homme s'approcha à son tour. Sa poignée de main était ferme, pleine de reconnaissance. « Nous ne pourrons jamais te remercier à la hauteur de ce que tu as fait. Tu nous as rendu notre enfant. Tu lui as sauvé la vie. » Matty détourna les yeux, troublé, incapable de réagir face à un tel torrent d'émotions. À côté de lui, la docteure Simonet ajouta. Si Matty n'avait pas agi aussi vite, avec autant de sang-froid et de courage, les conséquences auraient pu être tragiques. Les parents du bébé le regardaient avec une tendresse telle qu'on aurait dit qu'il faisait déjà partie de leur famille. La femme lui prit doucement la main. « Tu resteras à jamais dans nos cœurs » souffla-t-elle. Sous la lampe chauffante, le bébé, allongé dans son berceau, ouvrit les yeux et tourna lentement la tête. Ses petites mains s'agitèrent comme s'il voulait s'exprimer. Matty s'approcha, un sourire au coin des lèvres. Le nourrisson tendit la main vers lui. Ce geste, simple en apparence, portait en lui une signification immense. La chambre baignait dans un silence presque sacré, à peine troublé par le murmure constant des machines. Et dans ce silence se tissait quelque chose de fondamental, le lien entre parents et enfants, un lien que des mains malveillantes avaient tenté de briser, se réparait. La docteure Simonet, respectueuse de cet instant fragile, posa une main sur l'épaule de Matty et le guida vers la sortie. « Laisse-leur un peu de temps » murmura-t-elle. Dehors, dans le couloir, Chevalier l'attendait. « Bien joué » dit-il simplement. Ce moment avait été d'une intensité bouleversante. Matty sentit à nouveau un nœud monter dans sa gorge. Il regagna le hall où sa mère l'attendait, l'air inquiet. « Tout va bien » demanda-t-elle. Matty hocha simplement la tête, incapable de formuler la moindre phrase. Pendant ce temps, les journalistes commençaient à affluer vers la clinique. La police avait déjà installé un périmètre de sécurité pour éviter toute intrusion. Mais il était évident que la nouvelle du sauvetage s'était répandue comme une traînée de poudre dans toute la ville. Chevalier revint vers eux. « On risque de vous demander une brève déclaration pour la presse. Mais c'est à vous de voir. Vous avez tout à fait le droit de refuser. » La mère de Matty se tourna vers son fils, l'interrogeant du regard. Matty haussa les épaules. Il ne cherchait ni reconnaissance ni projecteur. Ce qu'il avait fait, il ne l'avait pas fait pour être applaudi. Il n'avait tout simplement pas pu rester sans agir. « Nous refusons » déclara la mère d'un ton ferme. Chevalier hocha la tête, manifestement respectueux de leur décision. Dans le couloir, le chef du service de protection de l'enfance reparut. «
Nous allons devoir recueillir les déclarations officielles des parents, annonça-t-il. C'est une procédure incontournable. Matty comprit avec soulagement qu'il n'était plus requis pour cette étape. La docteure Simonet vint à lui une dernière fois avant son départ. Matty, tu as changé la vie de plusieurs personnes. Et ce n'est que le début. Le garçon écoutait, sans mesurer toute la portée de ses mots, mais une chaleur douce envahissait sa poitrine. Lorsqu'ils quittèrent la clinique, la ville était toujours plongée sous un ciel gris, parsemé de neige fine. Pourtant, tout paraissait plus clair, plus doux. À l'arrêt de bus, ils restèrent en silence. Sa mère lui serrait la main tendrement. « Je suis fière de toi », dit-elle dans un souffle. Matty serra sa main en retour, et pour la première fois ce jour-là, il se sentit réellement heureux. Même s'ils avaient refusé de s'exprimer publiquement, l'histoire se propagea rapidement. Dès le lendemain, des photos de Matty circulaient en ligne. Son nom était cité dans les bulletins d'information, et des reportages retraçaient les événements. Mais avec cette reconnaissance vinrent aussi des difficultés inattendues. Tôt le matin, des journalistes appelèrent chez eux. Certains attendaient même devant l'immeuble, espérant apercevoir un membre de la famille. Matty se sentait envahi. Sa mère faisait tout pour le protéger, mais l'invisibilité devenait impossible. Une inquiétude particulière grandissait, des rumeurs circulaient selon lesquelles le bris de la vitre de la voiture étrangère pouvait être considéré comme une infraction. Bien que la police ait initialement fait preuve de compréhension, l'ampleur de l'affaire poussait certains à réclamer un examen juridique. Un soir, quelqu'un frappa à leur porte. C'était l'enquêteur Chevalier. « Bonsoir, dit-il, puis-je entrer ?» Sa mère l'accueillit dans le vestibule, lui proposa d'enlever son manteau. Matty jeta un œil depuis sa chambre. Il comprit aussitôt que les nouvelles ne seraient pas simples. Assis dans la cuisine, Chevalier soupira profondément avant de parler. « Matty, ton acte a suscité un immense élan de soutien. Mais certains juristes insistent sur le fait que, techniquement, tu as endommagé un bien privé. Vous voulez dire que mon fils pourrait être puni pour avoir sauvé un enfant ?» lança sa mère, indignée. Chevalier leva les mains, apaisant. « Nous comprenons le contexte. Et nous sommes prêts à défendre Matty. Mais pour que tout soit clair, il faut suivre une procédure. Sans cela, l'affaire ne peut être classée. » Matty écoutait en silence. Un mélange de fierté et d'incompréhension l'envahissait. Comment pouvait-il être menacé pour avoir fait ce qui était juste? Sa mère, voyant son trouble, déclara avec détermination. « Nous allons nous battre. Nous ne laisserons pas une bonne action être punie. Je vais préparer les documents et contacter un avocat, dit Chevalier. Il faut que tout se déroule dans la plus grande sérénité. » Une fois seul, Matty s'effondra sur le canapé, la tête dans les genoux. L'amertume et la peur le submergeaient. « N'aie pas peur, » murmura sa mère en l'enlaçant, « nous allons nous en sortir. » Le lendemain, ils furent convoqués à une audience préliminaire devant une commission. La mère de Matty insista pour qu'il soit accompagné d'un avocat. Un homme âgé, au regard calme, recommandé par Chevalier. La salle d'audience baignait dans une tension palpable. 3 représentants de la commission siégeaient derrière une longue table, des dossiers ouverts devant eux. Matty et sa mère prirent place. Le président, un homme en costume sombre, ouvrit la séance d'un ton formel. « Nous allons examiner l'incident survenu près du bâtiment abandonné. Un bien privé a été endommagé. Mais en raison du contexte particulier et de l'écho médiatique, nous devons étudier chaque détail avec rigueur. » L'avocat se leva. « Mon client, Matty Sorel, a agi en état de nécessité pour sauver la vie d'un enfant enfermé dans un véhicule, par un froid glacial. Son acte fut dicté par un réflexe noble. C'est grâce à lui qu'un drame a été évité. » Un silence suivit. La commission échangea un regard, puis invita Matty à prendre la parole. Le garçon se leva, nerveux, tirant sur ses manches. « J'ai entendu un bébé pleurer. La voiture était fermée. Il faisait très froid. Personne ne venait. Je savais qu'il risquait de mourir. Je n'ai pas pensé à la vitre. Je voulais juste le sauver. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Une femme, membre de la commission, demanda doucement. « Tu n'as pas eu peur d'être puni ?» Matty haussa les épaules. « J'avais peur seulement pour le bébé. » Cette réponse, simple et sincère, toucha profondément tous les présents. Après une courte délibération,
la commission rendit sa décision, aucun acte répréhensible ne peut être reproché à Mathis Sorel. L'affaire est classée. Mathis retint difficilement ses larmes de joie. L'avocat sourit chaleureusement et lui tapota affectueusement l'épaule. « Tu es un vrai héros, lui dit-il. » Mais les difficultés ne s'arrêtèrent pas là. De retour chez eux, ils découvrirent plusieurs lettres et messages laissés devant leur porte. Certains remerciaient Mathis pour son acte courageux, d'autres proposaient de l'aide. Mais quelques-uns le critiquaient, affirmant qu'il avait agi de manière irréfléchie, mettant en danger sa vie et des biens qui ne lui appartenaient pas. Ces mots blessèrent profondément le garçon. Sa mère, voyant son visage se fermer, lui dit d'un ton calme mais ferme. « Ils auront toujours quelque chose à redire. Mais souviens-toi d'une chose, tu as sauvé une vie, et c'est tout ce qui compte. » Quelques jours plus tard, une petite cérémonie fut organisée en son honneur. Il fut invité à l'école où enseignants et élèves s'étaient réunis pour le féliciter. Le directeur prononça un discours. « Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un élève de notre école, mais un être humain admirable, qui a fait preuve de courage, de compassion et de détermination, là où beaucoup auraient hésité. » Mathis reçut une lettre de remerciement de la part de l'administration municipale, ainsi qu'une petite médaille commémorative. L'assistance se leva pour l'applaudir. Mais le plus beau cadeau pour lui fut ce moment où il aperçut, parmi les invités, les parents du bébé, tenant dans leurs bras un enfant en pleine santé, souriant. Ils lui firent un signe de la main, et le bébé, comme s'il reconnaissait son sauveur, agita joyeusement ses petites mains. Mathis leur répondit par un sourire. Au fond de lui, il sut que malgré les épreuves, rien de tout cela n'avait été vain. Cette célébration fut pour tous une véritable bouffée d'émotion. Mais derrière les discours officiels et les récompenses, l'enquête continuait. L'affaire de l'enlèvement du bébé était loin d'être close. L'inspecteur Chevalier avait promis de tenir Mathis informé, et il tint parole. Quelques jours plus tard, il se présenta de nouveau chez les Sorel pour partager les dernières découvertes. Mathis était assis dans la cuisine lorsque Chevalier entra, retira sa casquette et secoua la neige de ses épaules. « Bonjour Mathis, dit-il en s'asseyant face à lui. J'ai des nouvelles pour toi, et pas seulement. Ton aide pourrait encore nous être utile. » La mère de Mathis posa une bouilloire sur la table, puis les laissa seuls. « Nous avons terminé l'analyse du véhicule dans lequel tu as trouvé le bébé, poursuivit Chevalier. Comme tu le sais, il avait été volé quelques jours avant l'incident. Le propriétaire l'a déjà identifié, mais ce que nous avons découvert sous la garniture de la banquette arrière est bien plus intéressant. » Il sortit quelques photos d'un dossier et les posa devant Mathis. Sur l'une d'elles figurait un vieux téléphone portable à l'écran fissuré. Sur une autre, un bout de papier avec une adresse griffonnée maladroitement. « Nous avons récupéré les données du téléphone, » expliqua Chevalier. Il n'y avait presque rien, quelques messages sans expéditeur et 2 appels entrants de numéros inconnus. Mais le répertoire ne contenait qu'un seul contact, chef. Mathis écoutait attentivement sans interrompre. Quant à l'adresse inscrite sur le papier, poursuivit Chevalier après une courte pause, c'est une maison abandonnée en périphérie de la ville, près de la zone industrielle. Nous y avons procédé à une perquisition. Mathis se pencha en avant. Et qu'avez-vous trouvé? Des traces de présence humaine, des restes de nourriture, des sacs de couchage, des affaires d'enfants. Il semble que l'enfant ait été retenu là quelque temps avant d'être transporté en voiture. Mathis serra les poings. Il avait du mal à imaginer comment quelqu'un pouvait traiter un enfant ainsi. Nous sommes certains qu'il s'agit d'un groupe organisé, poursuivit l'enquêteur. Ce n'est probablement pas leur premier acte. Nous vérifions actuellement s'il existe un lien avec d'autres disparitions signalées ces derniers mois. Ces mots firent frissonner Mathis. Il se souvenait des histoires dans les journaux à propos d'enfants portés disparus, jamais retrouvés. Mais nous avons aussi une bonne nouvelle, ajouta Chevalier, remarquant l'expression sur le visage du garçon. Le téléphone retrouvé nous a permis de remonter jusqu'à l'un des suspects. Nous l'avons arrêté la nuit dernière. Mathis leva les yeux. Il a avoué? À moitié. Il a paniqué en apprenant que l'enfant était vivant et que l'affaire avait attiré l'attention du public. Il nous a donné quelques noms. Nous les recherchons actuellement. Un court silence tomba dans la pièce. Et aussi, ajouta Chevalier, dans la voiture, nous avons trouvé un objet étrange que nous aimerions te montrer. Peut-être pourras-tu nous aider. Il sortit une autre photo du dossier. On y voyait un porte-clés en forme d'ourson,
semblable à celui que la mère de l'enfant tenait à la clinique. Mais celui-ci était vieux, usé et sale. « Tu as vu ce porte-clés dans la voiture quand tu as sorti l'enfant » demanda l'enquêteur. Mathis fronça les sourcils, tentant de se souvenir. Les images de ce matin-là étaient floues comme un rêve, le verre, l'air froid, le bébé qui pleure, peut-être. Oui, dit-il enfin. Il pendait au levier de vitesse à l'avant. Chevalier hocha la tête, satisfait. Parfait. Cela confirme notre hypothèse que la voiture avait été préparée à l'avance. Le porte-clés appartenait peut-être à l'un des ravisseurs ou servait de repère. Il rangea les photos et se leva. Merci, Mathis. Tu nous aides une fois de plus. Avant de partir, il ajouta. La prochaine audience aura lieu dans une semaine. Si cela ne te dérange pas, nous souhaiterions t'inviter à témoigner. Ce n'est qu'une formalité, mais ton témoignage pourrait être important. Mathis acquiesça, sentant à nouveau ce mélange d'anxiété et de responsabilité lui nouer la poitrine. Après le départ de l'enquêteur, sa mère revint dans la cuisine. « Qu'est-ce qu'il a dit » demanda-t-elle. Mathis résuma brièvement la conversation. Elle l'écouta sans jamais l'interrompre. « Tu fais ce qu'il faut » dit-elle quand il eut terminé. « Même si c'est dur, il faut aller jusqu'au bout. » Les jours suivants furent tendus. Mathis continuait d'aller à l'école, mais il remarquait que les regards sur lui avaient changé. Ses camarades chuchotaient dans son dos. Certains tentaient d'engager la conversation, d'autres l'évitaient. Les enseignants, eux, faisaient preuve d'une attention particulière. Ils s'efforçaient de ne pas y prêter attention, se concentrant sur ses cours et ses devoirs. Mais au fond, il savait qu'il n'était plus le même garçon qu'une semaine auparavant. Enfin, arriva le jour de l'audience. Dans la salle du tribunal, un silence pesant régnait. Sur le banc des accusés, un homme vêtu d'une veste usée, la tête baissée. Son visage était pâle, son regard vide. Mathis le reconnut immédiatement, c'était l'homme sur la photo que lui avait montré l'inspecteur Chevalier. Le juge demanda le silence et ouvrit la séance. Mathis fut appelé à témoigner. Son cœur battait à tout rompre. Pourtant, il avança d'un pas assuré et, sous serment, raconta tout ce qui s'était passé ce matin glacial. L'avocat de la défense tenta de le déstabiliser par des questions insidieuses, mais Mathis répondit avec clarté, calme et sincérité, sans jamais céder à l'émotion. Lorsqu'il regagna sa place, sa mère lui prit la main, lui transmettant un soutien silencieux mais inébranlable. L'audience se poursuivit durant plusieurs heures. Enquêteurs, experts et témoins se succédèrent à la barre. Toutes les preuves convergeaient vers l'implication de l'accusé dans l'enlèvement, même si les faits indiquaient qu'il n'avait pas agi seul. À la fin de l'audience, le juge annonça une suspension avant le prononcé du verdict. À la sortie du tribunal, Chevalier les rejoignit. « Tu as été remarquable, dit-il. Grâce à ton témoignage, nous avons désormais une base solide pour aller plus loin. » Mathis acquiesça, soulagé. Il savait que la lutte n'était pas terminée, mais il avait franchi l'étape la plus décisive. Cependant, la tension ne retomba pas. Au contraire, la situation se compliqua davantage. L'opinion publique, d'abord unanimement favorable à Mathis, se divisa soudainement. Des articles au titre provocateur envahirent les réseaux sociaux et la presse. Un collégien peut-il casser une voiture? Quand le courage devient-il transgression? Faut-il enseigner la loi aux enfants? Où sont les parents? La mère de Mathis lisait chaque jour les commentaires, de plus en plus inquiète pour son fils. Certains internautes condamnaient ces actes, affirmant que même les meilleures intentions ne justifiaient pas une violation de la loi, de peur d'encourager l'anarchie chez les jeunes. D'autres, au contraire, le défendaient, le qualifiant des uniques adultes dans une situation où les adultes avaient failli. L'école ne resta pas silencieuse. Le directeur convoqua Hélène Sorel à une réunion avec les représentants du comité des parents d'élèves. Dans le bureau, où l'on débattait habituellement d'emploi du temps et d'activités scolaires, régnait cette fois une tension palpable. Nous comprenons tous à quel point la situation est délicate, commença le directeur en ajustant ses lunettes. Mais nous recevons des plaintes de certains parents. Leurs enfants commencent à poser des questions dérangeantes. Peut-on enfreindre la loi si l'on croit faire ce qui est juste? Il cite l'exemple de Mathis. Hélène écoutait en silence, les mâchoires serrées, réprimant son indignation. « Et que voulez-vous exactement » demanda-t-elle calmement, mais avec fermeté. Un père, en costume soigné, se pencha en avant. « Nous ne cherchons pas à punir,
mais nous souhaitons que cet enfant, même inconsciemment, ne devienne pas un exemple dangereux. Les enfants doivent comprendre qu'il y a des conséquences à chaque acte, même s'il s'agit de sauver une vie. Mon fils a déjà été convoqué au tribunal, répondit Hélène, le regard droit. Il s'y est rendu de son plein gré, et il a dit la vérité. Il est prêt à assumer ses actes. Et vous voudriez qu'il en ait honte? Le silence s'installa. Le directeur tenta d'adoucir l'échange. Peut-être pourrions-nous organiser une séance avec un psychologue scolaire, afin d'expliquer aux élèves la frontière entre intention louable et transgression légale? Hélène se leva. Si vous attendez de mon fils qu'il s'excuse d'avoir sauvé un nourrisson, vous pouvez attendre longtemps. Il n'a enfreint aucune règle morale. Il a agi selon sa conscience. Et si besoin, je suis prête à l'expliquer moi-même à chaque élève de cette école. L'entretien était terminé. Hélène quitta la pièce sans demander l'approbation de personne. Sur le chemin du retour, elle ne cessait de penser à l'étrangeté de cette société qui réclame des héros, mais les rejette dès qu'ils sortent du cadre. Pendant ce temps, Mathis se repliait de plus en plus sur lui-même. Il évitait les réseaux sociaux, ne lisait plus les journaux, mais les bribes de conversation dans les couloirs, les regards fuyants ou insistants, les chuchotements entre camarades lui faisaient sentir qu'il était devenu un sujet de débat. Et tous ne lui étaient pas favorables. Certains le prenaient pour un prétentieux, d'autres pour un agitateur. Un soir, penché sur ses devoirs, il murmura. « Maman, tu crois que j'ai exagéré ?» Hélène leva les yeux de sa tasse de thé. « Pourquoi tu dis ça ? Tout le monde dit que j'aurais dû attendre la police, appeler un adulte. Que j'ai juste cassé une vitre. » Elle s'approcha, s'assit près de lui, et lui prit la main. « Mon chéri, si tu étais passé ton chemin, ce bébé serait mort. Je suis une mère, je le sais. Tu as sauvé une vie, et personne, pas même un expert, n'a le droit de dire que tu as eu tort. Et si c'était un autre enfant, si un garçon avait brisé notre voiture pour le sauver, je ne me serais pas fâché. Je lui aurais dit merci. » Les mots de sa mère apaisèrent un peu Mathis. Mais le lendemain, ils reçurent un appel des services de protection de l'enfance. On leur proposait un rendez-vous. Ce n'était pas une convocation officielle, mais le ton était sans équivoque. Il fallait s'expliquer. Ils s'y rendirent ensemble. Dans le bureau, ils furent accueillis par une femme d'une quarantaine d'années, en robe stricte, et un homme en uniforme tenant un dossier. « Nous ne sommes pas ici pour accuser, » dit la femme. « Nous voulons simplement entendre votre version des faits et nous assurer que l'enfant comprend les risques de ses actes. » Mathis écouta puis, calmement, raconta tout ce qui s'était passé, du premier cri du bébé jusqu'au moment où il l'avait confié au médecin. « Je n'ai pas pensé à moi, » conclut-il. « Je savais juste que je ne pouvais pas partir. » La femme l'observa un instant, puis se tourna vers Hélène. « Votre fils parle comme un adulte. C'est rare. »« Il a grandi trop vite, » répondit Hélène. « Peut-être plus vite qu'il ne l'aurait fallu. » Après une demi-heure d'entretien, on leur annonça qu'aucune mesure ne serait prise, mais que la situation resterait suivie. En sortant du bâtiment, Mathis déclara simplement. « Il pense que j'aurais dû avoir peur. Mais ce que je redoutais le plus, c'était de ne rien faire. » Après le procès, la vie de Mathis ne reprit jamais vraiment son cours d'avant. Le volet judiciaire était clos, le coupable condamné, mais l'attention du public, elle, ne s'estompa pas. Même ceux qui n'avaient jamais suivi les actualités locales connaissaient désormais son nom. Les journaux titraient « L'enfant qui a sauvé un bébé, le courage et la conscience, l'histoire de Mathis Sorel ». Mais Mathis, malgré cette notoriété soudaine, resta fidèle à lui-même. Sa mère tenta de lui redonner une routine normale, les cours, les devoirs, les repas en famille. Pourtant, quelque chose avait changé. Après tout ce qu'il avait vécu, Mathis ne regardait plus le monde comme avant. Son regard sur lui-même, sur les autres, sur le silence dans lequel tant de douleurs se cachent, s'était transformé. Il devenait plus attentif, plus discret, comme si les souffrances croisées l'avaient habité. Un matin, une lettre de la mairie arriva. À l'intérieur, une invitation officielle. Mathis était convié à une cérémonie de remise de prix pour acte de bravoure civile. Il devait recevoir une lettre de remerciement du gouverneur et un certificat annonçant la création, en son honneur, d'un fonds de soutien aux élèves ayant fait preuve de courage dans des situations critiques. Il lut la lettre sans un mot, puis la posa doucement sur la table. « On y va ?» demanda sa mère. Il haussa les épaules.
Je n'ai pas fait ça pour ça. Je sais, répondit-elle, la voix douce. Mais ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres. Pour qu'ils sachent que le bien existe. Et que tu en es la preuve. Quelques jours plus tard, dans la maison de la culture, une scène décorée d'armoiries et d'un drapeau bleu accueillait élèves, enseignants, élus et membres d'associations. Mathie monta sur scène en chemise simple et pantalon sombre, sans la moindre solennité. Lorsque l'animateur prononça son nom, la salle entière se leva. Les applaudissements durèrent bien plus longtemps qu'il ne l'aurait imaginé. Le gouverneur s'approcha. Grand, calme, il prit la parole. Aujourd'hui, nous rendons hommage, non pas simplement à un élève, mais à un homme. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. Mathie nous a montré qu'un cœur compatissant peut être plus fort que tout. Son geste est une leçon pour chacun d'entre nous. À la fin de son discours, il remit à Mathie un diplôme ainsi qu'un certificat officialisant la création de la Fondation Mathie Sorel, en soutien aux jeunes engagés. Mathie tenait le document entre ses mains, mais son regard balayait la salle. Il cherchait des visages familiers. Au premier rang, il vit Claire et Julien Morel, les parents du bébé. Ils étaient là, avec leur fils, désormais souriant et en pleine santé, assis sur leurs genoux. Le regard de l'enfant croisa celui de Mathie. Il éclata de rire et agita joyeusement les bras. Après la cérémonie, Mathie et sa mère s'approchèrent d'eux. Claire et Julien l'enlacèrent sans un mot. Leurs yeux disaient tout. « Nous voulons que tu le saches, » dit Julien, la voix tremblante. « Nous ne sommes pas seulement reconnaissants. Nous avons pris une décision. Nous aimerions que tu sois le parrain de notre fils. » Mathie resta figée. « Mais, je ne suis qu'un enfant. » Claire murmura. « Tu as été un adulte quand personne d'autre ne l'a été. Tu lui as donné la vie. Tu es bien plus qu'un témoin. Tu es une partie de lui. » Mathie ne répondit rien. Il hocha la tête, ému, sentant une chaleur lourde et douce envahir sa poitrine. Quelques jours plus tard, il devint officiellement le parrain du petit garçon, prénommé Léo, en hommage à son grand-père disparu. La cérémonie fut modeste mais pleine d'amour. Les proches étaient là, le docteur Simonet, la famille de Mathie, quelques policiers, et dont Chevalier, bien sûr. Après le baptême, ils partagèrent un thé sur la véranda d'un petit café près du parc. Léo dormait paisiblement dans sa poussette, emmitouflé dans une couverture. Les adultes parlaient doucement. « Et maintenant ?» demanda le docteur Simonet avec un sourire. « Que veux-tu devenir ?» Mathie réfléchit. « Peut-être médecin, ou enquêteur. Ou enseignant. Je ne sais pas encore. Mais ce que je sais, c'est que je ne veux plus jamais me taire si quelqu'un souffre. » Elle hocha la tête. « C'est déjà énorme. Très peu d'adultes en diraient autant. » Le soir, dans le bus du retour, Mathie regardait par la fenêtre. La ville semblait différente. Pas parce qu'elle avait changé. Mais parce que lui avait changé. Chaque rue, chaque façade lui rappelait qu'un seul geste peut tout transformer. Qu'une seule voix peut briser le silence. De retour chez lui, sa mère accrocha le diplôme au mur. Juste à côté, elle plaça la carte sans signature, celle qu'il n'avait jamais jetée. Mathie s'arrêta devant, pensif. « Tu as déjà fait beaucoup, » dit sa mère en posant une main sur son épaule. « Mais je sais que ce n'est que le début. » Il sourit. « Si je vois un jour quelqu'un en détresse, je saurai quoi faire. » L'année scolaire toucha à sa fin. Le printemps chassa les dernières traces de neige dans la cour de l'école. L'air sentait l'herbe fraîche et la terre humide. Les enfants couraient, les enseignants discutaient. L'été approchait. Pour Mathie, cette année ne ressemblait à aucune autre. Il avait traversé des épreuves que peu d'adultes auraient osé affronter. Et même s'il n'aimait pas en parler, l'école avait décidé autrement. Le dernier jour, une cérémonie fut organisée. Toute l'école, les enseignants, les parents, des représentants de la mairie étaient présents dans l'auditorium. Assis au premier rang, Mathie paraissait calme. Mais à l'intérieur, il tremblait. Il détestait être au centre de l'attention. Le directeur, Alexandre Jules, monta sur scène. « Aujourd'hui, nous clôturons une année scolaire. Mais cette fois, nous ne faisons pas que fermer des carnets de notes. Aujourd'hui, nous parlons de ce qui dépasse le programme, un acte profondément humain. » Il marqua une pause, puis regarda Mathie.
Un élève ici présent a fait bien plus qu'étudier. Il a agi avec un courage que peu possèdent. Il est devenu un exemple pour nous tous. Mati baissa la tête. Dans un moment difficile, il n'a pas détourné le regard. Il n'a pas attendu. Il n'a pas calculé. Il a écouté son cœur. Et il a sauvé une vie. La salle explosa en applaudissements. Les élèves se levèrent, suivis des professeurs, puis des parents. Le directeur s'avança. Mati Sorel, s'il te plaît, rejoins-nous. Il se leva, les jambes tremblantes, porté par la chaleur de la main de sa mère. Sur scène, le directeur lui remit un diplôme, pour son courage, son engagement civique et sa force d'âme. Mais ce n'était pas tout. Le conseil municipal a décidé de créer une distinction spéciale, la médaille du courage, que nous remettons aujourd'hui pour la première fois. Une boîte de velours fut apportée. Mati l'ouvrit. À l'intérieur, une médaille simple, gravée de ces mots, à ceux qui n'ont pas détourné le regard. Il resta un instant figé. Ce n'est qu'alors qu'il comprit pleinement le poids de ces mois passés, les peurs, les doutes, les choix. Tout cela, désormais, faisait partie de son histoire. Après la cérémonie, il fut entouré de ses camarades. Ceux qui, jadis, l'ignoraient ou le jugeaient, lui serraient la main, le remerciaient. « On est fiers de toi, » dit Lucas. « Tu as fait l'impossible. » Mati ne répondit rien. Il se sentait toujours ce garçon ordinaire, à qui la vie avait, un jour, posé une question extraordinaire. Madame Dupuis, sa professeure principale, s'approcha de lui. « Je savais que tu étais spécial, » dit-elle. « Mais maintenant, tout le monde le sait. Pas seulement moi. » Mati lui sourit, les yeux humides. Ces mots comptaient pour lui plus que toutes les récompenses. Dans la cour, des stands, des glaces, de la musique. Mais à l'écart, la famille Morel était là, en ami, non plus en victime. Léo, debout, tendit les bras en voyant Mati. Il s'agenouilla, le prit dans ses bras. L'enfant rit, tira ses cheveux et colla son front contre sa joue. Il sourit toujours quand il te voit, dit Claire. On lui montre ta photo. On lui dit que tu es son parrain, son sauveur. Il devient fort, répondit Mati. Il a peut-être oublié le mal, mais nous, jamais, dit Julien. Ils restèrent ainsi, 3 adultes et un enfant, comme une île paisible dans la fête. Le soir venu, l'école ferma ses portes. L'été s'installait, promettant d'autres jours, d'autres espoirs, et peut-être, d'autres combats. Dans le bus du retour, Mati tenait la boîte contenant la médaille. Ce n'était pas une décoration militaire, ni une récompense d'État. Elle brillait peu, mais portait en elle quelque chose d'inestimable, la preuve qu'à 13 ans, on peut changer la vie de quelqu'un. En montant les escaliers, il s'arrêta. « Maman, je crois que j'aimerais devenir médecin. Ou sauveteur. Quelqu'un qui aide. »« Tu le es déjà devenu, » répondit-elle. Rien n'avait changé dans l'appartement. Tout était à sa place. Sauf qu'à présent, sur l'étagère près de la fenêtre, il y avait 2 cartes postales, l'ancienne, sans signature, et la nouvelle, envoyée par la mairie. Juste à côté, une photo de Mati tenant Léo dans ses bras. Ce soir-là, il se coucha tôt, mais mit longtemps à s'endormir. Il pensait à l'avenir, aux gens qu'il avait rencontrés, aux choix qu'il avait faits. Il ne savait pas ce que la vie lui réservait, mais une chose était certaine, s'il entendait un appel à l'aide, il n'hésiterait plus. Car c'est peut-être cela, au fond, l'essence d'un être humain.